En fait, c'est une histoire de digestion. Tu sais, un traumatisme, c'est une information qui n'a pas été traitée par le cerveau. On va traiter, en fait, des informations coincées, on va dire. C'est pour ça que je dis que je suis une sage-femme des émotions, c'est-à-dire une accoucheuse d'émotions. Et qu'en fait, quand on a un traumatisme, c'est qu'on a eu un événement, et pendant la nuit, normalement, on digère les informations. Là, on ne l'a pas digéré, c'est resté près de la zone du cerveau émotionnel, et ce qui fait qu'on continue à être en colère des années plus tard, ou avoir une émotion forte de tristesse, et en fait déjà commencer à digérer tout ce qui nous est arrivé. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, comment on digère, et ensuite on peut revoir une situation, et ça devient factuel, c'est comme ça que j'ai, d'ailleurs mon livre, il est factuel pour ça, c'est-à-dire que j'ai digéré ce qui m'était arrivé, et tout ça c'est derrière, je n'ai plus d'émotions liées à l'évocation d'un souvenir. Bienvenue dans cette conversation, enfin cette interview du cœur et de l'âme. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir sur ma chaîne, mais j'ai surtout le plaisir que tu m'accueilles chez toi. Tu es écrivaine, thérapeute, donc tu as écrit un livre qui est à la fois plein de douceur, mais en même temps très bouleversant, qui retranscrit un petit peu ton histoire à travers les galères, mais aussi comment tu les as transcendées. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout, c'est-à-dire voilà, des épreuves de la vie, de comment on les transcende, la résilience, voilà, les schémas répétitifs, le karma familial, enfin voilà. Et puis surtout, voilà, comment on peut accéder à la guérison, avec cette question de est-ce que vraiment on peut tout guérir dans une vie? Grande question, je ne sais pas. Et puis surtout, comment on peut se sentir plus libre et plus aligné et être heureux du coup, tout simplement. Tu as écrit voilà, ce magnifique livre qui m'a bien fait pleurer. Donc Famille, amant et autres galères, le guide spirituel pour s'en sortir. Alors je t'avoue que moi quand j'avais vu le titre, je ne m'attendais pas du tout à lire ça. Donc du coup, je suis curieuse. Pourquoi ce choix de titre Non, pour avoir un titre un peu léger. Je voulais pas me prendre trop au sérieux. Alors, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en fait, je crois que c'est plus profond que Famille, amant et autres galères. Mais je pense que surtout dans le monde spirituel, on se prend un peu trop au sérieux, alors qu'un peu de légèreté est pas mal. Et puis en plus, il est assez drôle quand même aussi à certains endroits, Ah oui, non? oui, t'as pas J'espère oublié qu'il t'a fait Oui, rire. ah si, il m'a pas fait que pleurer, hein, je te rassure. Non, et c'est pour ça qu'il m'a bouleversée, parce que je suis passée de toutes ces phases entre, justement, les moments très durs, où d'ailleurs parfois je me suis reconnue, et les moments très légers, pleins d'humour, ou un peu décalés. La Donc, vie et Famille, amant et autres galères. Oh, c'était un titre un peu drôle qu'on a trouvé avec mon frère, parce que le titre qui était avant, c'était spirituel mais pas perché, mais il était déjà pris. Donc voilà, c'était juste pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus sympathique, plus doux. ouais, puis je pense qu'il amène à peut-être des gens qui pourraient être freinés par ce mot spirituel, et Ouais. qui là pourraient se dire, ah tiens, Pourquoi pas? pourquoi pas, En il y a fait, quoi dedans? oui, et l'idée c'était de se dire, tiens, je peux l'offrir à une copine. Tu vois, je vais dîner chez une copine ou un copain et je vais lui offrir un livre qui va lui faire du bien. Et c'était un peu l'idée. Pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Oui, il y a eu. Alors, j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis toute petite. J'adore l'écriture, j'adore la lecture, donc j'écris depuis toujours. J'ai une de mes amies qui est écrivain et qui m'a dit, si tu veux écrire un livre un jour, écris tous les matins. Donc depuis, je crois que ça fait 7 ans que j'écris tous les matins. Et puis il y a eu une rencontre dont je parle dans le livre qui m'a inspirée. Et j'ai voulu raconter à cette personne mon histoire. Parce que entre enfin, j'ai l'air de quelqu'un de fort, je suis forte, mais j'avais à un moment envie de donner ma vraie histoire à quelqu'un qui se dise pas, voilà, je prends juste l'extérieur et j'en fais ce que je veux. Et là, c'était plutôt, voilà, je vais rencontrer cette personne et j'avais envie de lui raconter mon histoire. Et en fait, j'ai été inspirée et donc, du coup, je l'ai écrit quasiment en transe, hein, ce livre, en canalisation presque, parce que sur plein de souvenirs, j'en ai choisi certains sans me dire, sans structurer le livre avant. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été écrit au fil des pages, en choisissant certains moments de ma vie que je trouvais
que j'avais envie de partager, surtout. Ouais, qui explique ce que tu es devenue, la Voilà, femme que toutes tu es les devenue. étapes, exactement, les rencontres et tout ce que j'ai fait, tout un cheminement en fait. Que tu as d'ailleurs décrit. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est cette manière de. On a tendance, c'est facile de mettre nos belles parties de nous, nos qualités en lumière, mais nos zones d'ombre, on a beaucoup de mal à les dévoiler. C'est difficile parfois d'oser dire bah, j'ai eu tel souci, j'ai rencontré telle chose, parce que c'est notre partie, c'est notre jardin secret en fait. On a peur aussi parfois du jugement. Et là, tu le dis avec tellement de facilité et de. Enfin, c'est authentique en fait. Et moi, ça m'a touchée. Cette façon aussi simple de dire des choses qui sont dures finalement. Bah, c'est drôle parce qu'il y a des personnes qui me disent oh, ça a dû te faire un bien fou d'écrire ce livre. C'est pas que ça m'a fait un bien fou, mais j'ai voulu être authentique pour aider. En fait, l'idée c'était sur 50 ans de vie, j'ai eu plein de rencontres, j'ai eu plein de compréhensions, des prises de conscience. J'ai rencontré des thérapies, j'ai rencontré des thérapeutes, j'ai rencontré des moyens de me soigner, de me guérir. Et l'idée, c'était vraiment de partager tout ça. Donc, il fallait que ce soit authentique, il fallait que ce soit vrai pour que ça puisse toucher et que ce soit ouais, le plus transparent. J'avais pas envie de me faire mousser, je m'en fous de me faire mousser. C'était surtout, voilà, on peut être quelqu'un qui a l'air bien. Moi, je pense que je suis aujourd'hui bien et équilibrée, mais j'ai traversé 1000 choses dans ma vie et des choses difficiles. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie de partager aux gens. On peut vivre plein de choses et s'en sortir bien, grandi, en tirer le meilleur en fait. Et pour moi d'ailleurs, la vie c'est un peu Super Mario. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un jeu vidéo. Et puis, Avec plusieurs vies. Et... oui, on a des épreuves et les épreuves, on les traverse et on gagne et on va au niveau supérieur, etc. Donc c'est vraiment comme un jeu vidéo. Et donc les épreuves, ce ne sont plus des choses difficiles, on est victime des épreuves de la vie et qu'est-ce que c'est dur. Non, c'est j'affronte, je traverse, qu'est-ce que je peux tirer de tout ça? Je pleure, j'en bave, ok, mais qu'est-ce que je peux tirer de tout ça? Et ensuite d'en ressortir plus fort et de passer au niveau supérieur. Ouais, j'aime bien cette métaphore, je l'utilise souvent. Pour moi, c'est oui, le jeu vidéo, okay. ouais, où tu as plusieurs vies qui pourraient représenter les incarnations. Oui, mais c'est pas pour ça que tu joues pas ta partie. Ça te dérange pas de perdre le jeu et puis la fois d'après, tu joues différemment aussi. Donc je fais souvent le parallèle de faut y aller, il faut essayer, il faut foncer, quoi. Et surtout d'apprendre. En fait, moi, j'ai une soif d'apprentissage toujours, de comprendre. Et je pense qu'il faut apprendre jusqu'au dernier moment de la vie, quoi, jusqu'au bout. De toute façon, c'est le chemin de toute une vie. Hein. Ouais. Si tu devais décrire ton cheminement intérieur en quelques mots à quelqu'un que tu ne connais pas, ce serait quoi si tu faisais vraiment en condenser ton cheminement? Mon cheminement intérieur, je dirais que j'ai compris à travers le temps et les épreuves que j'étais responsable et pas coupable de ma vie, de mon chemin. Et donc... que quelque part j'ai choisi de vivre ma vie ici, sur Terre, que j'ai peut-être choisi mes parents, ma famille, mes amis, certaines épreuves. Et donc, ok, allons-y. Et surtout, comprendre qu'il ne faut pas avoir peur. Et je pense que la peur est la pire chose, c'est-à-dire que ça nous freine, alors que quand on lâche les peurs, c'est là où on va beaucoup plus loin. Et donc, mon cheminement, je ne sais pas si je te réponds à ta question, mais pour moi, c'est vraiment ça. À un moment donné, parce que là, on va parler un peu, tu sais, enfin, voilà, ces poids du passé, les choses qui nous freinent. Tu évoques aussi un karma familial un peu pesant. Enfin, ça signifie quoi pour toi un petit peu cet héritage familial, enfin, la famille en fait? Mais en fait, c'est très important parce qu'on a vraiment nos deux lignées, maternelle et paternelle. Tout ce qu'on nous transmet, toutes les mémoires qu'on nous transmet, en fait, nous sommes les héritiers de lignées et de beaucoup de personnes qui ont vécu chacun leur vie, leurs expériences, qui ont eu leur traumatisme, et on en hérite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est un matériel justement qu'on a choisi pour vivre notre expérience terrestre? Et puis, on va catalyser parfois dans notre vie toutes les problématiques de toutes nos lignées. Et c'est comment on les transforme pour peut-être alléger nos ascendants et puis alléger surtout nos descendants. Voilà.
C'est comme ça que je vois le... Ouais. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à observer ça. Ah oui? Ouais. Depuis peu, hein, ça fait peut-être allez, 1 an, 2 ans que je m'intéresse justement à l'héritage, où j'ai commencé à poser des questions parfois. Comment était ma grand-mère, comment était machin. Tiens, à tout hasard, mamie, elle réagissait comment, par exemple, sur ce genre de... Tu sais, quand une situation se présente et que je suis là, je le fais de manière naturelle. Alors, je ne vais pas toujours passer un coup de téléphone, mais il m'arrive des fois de me le noter dans un... Enfin, je le mets dans un petit coin de ma tête et j'ai ma grand-mère au téléphone. Tiens, parce que je porte le nom de mes arrière-grand-mères. Ah, Donc oui. déjà, Ah bah oui, tu vois, pour moi, il n'y a pas de... Tu vois, il y avait un belle truc à aller voir. programmation. Donc, si tu veux, je m'intéresse à... Puis après aussi, je pense même d'un point de vue peut-être plus, on va dire, matériel, enfin, cartésien, mais il y a l'ADN, en fait, qui est marqué par certaines choses, en fait. L'épigénétique Voilà, raconte que c'est... D'ailleurs, si la grand-mère a vécu des traumatismes, la mère a le marquage dans son ADN, mais la petite fille l'a encore plus fort. Et souvent, moi, en tant que thérapeute, je travaille là-dessus, sur justement tout ce qu'on peut, tout ce dont on hérite, qui peut nous peser, ce qui est OK de garder, ce qu'on peut rendre, ce qu'on va transformer. En fait, c'est toujours une histoire d'alchimie, la vie. C'est comment on transforme les choses. Mais il est important quand même d'avoir un peu de connaissances sur nos ancêtres, et quelquefois on ne peut pas. Mais c'est vrai que de faire un travail, de voir, ne serait-ce que l'arbre généalogique, en mettant les prénoms, les dates de naissance, les signes, les grandes choses aussi qui peuvent être des maladies, des histoires d'argent, comment les gens sont morts. Et là, c'est passionnant parce qu'on se retrouve avec des arbres où on se rend compte qu'il y a la même chose. Moi, j'ai par exemple ils sont 4 frères et sœurs côté de mon père, 4 frères et sœurs côté de ma mère, et c'est exactement fait, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les différences d'âge, c'est incroyable, donc il y a quelque chose de très parallèle entre les deux. Et puis, c'est tout un sujet passionnant, hein, comme toutes les histoires aussi il y a la psychogénéalogie, il y a l'histoire de maladies, de se dire parfois, tiens, son arrière-grand-mère a eu la même chose que ce qu'on a nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore une fois de ce bagage? Non mais carrément, c'est hyper passionnant. Ah puis ouais. et puis en fait en cherchant, en creusant un peu, tu découvres plein de choses. Plein de choses. Puis les langues se délient plus facilement que ce qu'on croit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de poser la question. Finalement, même moi, j'avais peur de poser certaines questions. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué que ça. Alors, ça dépend peut-être du sujet, mais déjà, ne serait-ce qu'en observant les grands-parents, que beaucoup de gens ont quand même eu la chance de connaître, on peut, ne serait-ce que juste en se posant cette question, on se rappelle, on a les souvenirs qui reviennent automatiquement. Enfin, tu sais, c'est... Ouais. Ah ouais, tu vois, on prête attention à des trucs où en fait, on n'a jamais fait attention à ce genre de choses. C'est vrai. Ne serait-ce que juste, voilà, comme tu dis, prendre une feuille Les blanche, prénoms, poser... les dates, voilà. déjà ça, c'est vachement intéressant. Quelles ont été tes blessures, en fait, les plus marquantes que tu as dû, toi, traverser? Les plus marquantes, je crois que la plus grosse épreuve a été la maladie de ma sœur, l'accompagnement à la mort de ma sœur et sa mort. Ça a été... en fait, une sœur, surtout qu'on était très proches, on pouvait s'engueuler, on pouvait se brouiller, on s'aimait tellement. Aussi, quelqu'un avec qui on a grandi pendant 40 ans ne peut pas disparaître. Et donc ça a été quelque chose de très dur. La souffrance de quelqu'un de proche, l'impuissance qu'on a face à ça. Donc ça a été vraiment ma plus grande épreuve. Et en même temps, c'est vrai que face à la mort, j'ai accompagné d'autres personnes de ma famille, mais je préfère être proche de la personne, l'affronter avec elle, plutôt que de me cacher ou de... En fait, pour toutes les choses difficiles de la vie, je préfère vraiment affronter de face comme ça, même si ça paraît très dur, mais au moins une fois qu'on a traversé, il y a quelque chose qui fait que c'est presque plus doux. Mais donc la mort de ma sœur a été mon épreuve la plus difficile. On le ressent à travers ton livre, oui. On le ressent. Ah, ouais, franchement, on le ressent. Et avec aussi ces petits moments toujours de légèreté qui viennent se rajouter dans cette histoire, qui est une des histoires. Mais ouais, des fois on se surprend à avoir les larmes qui coulent, de se dire waouh. Et je te dis, tu le racontes, il n'y a pas de floriture au tout. C'est voilà comment je l'ai ressenti, comment je l'ai vécu. Ça a été ce qui a eu de plus difficile, et en même temps,
heureusement que je crois en la vie après la mort et que depuis que je suis toute petite, je sais qu'il y a autre chose. Et j'ai eu cette rencontre merveilleuse avec Christelle qui m'a fait un travail, qui est médium, qui est devenue ma sista. On a fait un travail de réparation extraordinaire où elle m'a donné plein de messages de ma sœur, qui étaient dans l'au-delà, on va dire. Euh, des choses qu'elle ne m'avait pas dit de son vivant, que Christelle ne pouvait absolument pas savoir, mais qui m'ont fait un bien extraordinaire parce que en fait, il y a tellement de choses qu'on ne se dit pas du vivant, enfin de notre vivant, et c'est dommage. Et du coup, ça a été beaucoup plus doux et beaucoup plus facile de faire le deuil après. C'est vrai que là, je te rejoins sur le fait que ces croyances donnent quand même une impulsion parce que sinon, on se raccroche à quoi? Moi, je dis toujours, on n'y croit pas, mais quand ça fait du bien, ça permet de donner de l'impulsion aussi au quotidien. Sinon, il y a des jours, je me dis toujours comment je ferais aujourd'hui si Ouais, j'ai toujours eu l'impression que le monde s'effondre. Et ça donne de croire en ça. Et en plus, là, en l'occurrence, de recevoir des signes, te permet de te dire, je la vois pas, mais ah, mais c'est bon, elle est là. c'est en fait. plus que des signes. Ouais, C'est comme si tu étais au téléphone avec elle. Et c'est vrai que ça, c'est absolument dingue parce que du coup, c'est très, très réparateur. Je pense qu'il faut faire attention avec le monde des médiums, des voyants. Il faut toujours faire un petit peu gaffe. Mais quand ça vient te réparer, voilà, leur permettre de prendre leur envol et toi aussi d'être en paix, c'est quand même assez génial. Est-ce que toutes les épreuves qui te sont arrivées, t'en as pris conscience rapidement, un petit peu enfin derrière de pourquoi tu avais vécu ça, pourquoi telle chose, ou c'est en décalage que tu prends conscience de ce que tu as pu vivre? Alors pas comme là, comme le décès de ta soeur, qui est quelque chose enfin, voilà, de marquant tout de suite, mais plus des prises de conscience sur des schémas, des choses qui reviennent. Alors, avec le temps, c'est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose maintenant, je suis là, ah, ok, ça, ce truc-là. Bon, parce qu'en fait, c'est marrant comme on est en rééducation quand on travaille sur soi aussi, rééducation justement de schémas répétitifs ou de choses qu'on va vivre parce que pour nous, l'amour, on l'a connu avec nos parents. Donc si, par exemple, avec les parents, c'est difficile, on va associer l'amour et la souffrance. Donc on va être attiré par des personnes qui nous font souffrir dans nos histoires d'amour. Et donc, plus on avance dans le temps, plus on connaît un petit peu nos faiblesses. Donc soit on les repère avant de faire des conneries, on le repère avant et on ne le fait pas, soit on s'en rend compte très vite. Et je pense que ces moments de souffrance sont de plus en plus courts en fait. Après, on a des épreuves toute notre vie, mais c'est plutôt la façon dont on les vit, ce qu'on en fait, qui est de plus en plus... On enclenche plus vite. Ouais, on enclenche plus vite. Ouais. Ouais, je suis d'accord. On observe beaucoup plus vite, on va creuser. Enfin, puis tu sais, c'est comme s'il y avait un chemin qui s'était tout doucement tracé pour aller chercher la vérité Ouais, de l'âme. joli. Ouais. Et donc, finalement, le chemin, comme il commence à être tracé, hop, on arrive plus facilement à descendre parce qu'au début, on est obligé d'enlever, on va dire, toutes les ronces, toutes les cailloux, les machins. Mais quand le chemin commence à s'ouvrir et se tracer, ben, c'est plus simple. Ouais. Au bout de quelques jours, facilement, on met les choses en lien, hop, 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 et c'est... Et puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose de très important pour moi qui est la foi. La foi, c'est vraiment de confier à plus grand que soi, d'avoir confiance. Et donc, moi, j'ai cette conscience forte que je ne sais pas forcément ce qui est bon pour moi. Et peut-être que Dieu sait ce qui est bon pour moi à lui. Et donc, parfois, il y a quelque chose que je veux que je ne vais pas réussir à avoir ou à faire. Et au lieu d'être en rage et en colère trop longtemps, je vais me dire, ok, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, qui n'est pas ce que je crois. Et enfin, pour moi, c'est ça la foi. C'est vraiment d'avoir confiance et de se dire, en fait, d'être en position d'humilité en se disant, peut-être que moi, je ne sais pas, et je fais confiance. Et souvent, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui nous attend derrière. De mieux, Ouais, complètement. ouais. Complètement. Je fonctionne un peu comme ça sur les aussi. jobs. Quand j'en ai pas un, je fais... Avant, c'était la catastrophe, tu vois. Là, maintenant, je fais... Bon, oui, je fais chier, quoi. Mais je suis sûre qu'il y aura un autre truc ce jour-là qui va être super ou un autre truc qui va arriver qui fait que si j'avais fait ça, ben, je pouvais pas... Enfin, tu vois, je suis là en mode... Ok, pas de souci. Je suis dégoûtée, mais j'attends. Oui, ça, j'y crois vraiment. C'est très important pour moi. Ça a été quoi le détonateur un petit peu de ton chemin de guérison? Est-ce qu'il y a un élément
qui t'a fait dire je vais commencer peut-être des thérapies, à regarder les choses différemment, ou c'est un petit peu l'ensemble des choses qui fait que tu as commencé à creuser et chercher? Alors, en fait, quand je me suis mariée, je me suis dit, vu mon histoire, si je veux avoir un enfant un jour, ça va être compliqué. Parce que j'avais ma sœur qui avait beaucoup de problèmes et dont je me suis occupée depuis très jeune. Et du coup, j'ai décidé de faire une psychanalyse à 27 ans. Donc, c'était 3 fois par semaine. Ça m'a coûté tout mon salaire de l'époque. Et j'ai fait cette psychanalyse pendant plusieurs années. Donc, ça a été un début de travail sur moi qui a été très intéressant. C'est très intellectuel, hein, une psychanalyse. Tu sais ce que c'est. Donc, ça a été un premier travail. Après, j'ai toujours cherché parce que depuis petite, j'ai toujours eu cette conscience des mondes invisibles. Je voyais des choses, j'entendais des choses. Pendant un moment, j'ai un peu mis ça de côté, j'ai fermé la porte. Mais pour moi, ça m'a toujours intéressée. Et donc, il y a eu plein d'étapes dans ma vie qui ont fait, alors, des moments d'accélération. C'est vrai que quand ma sœur est morte, j'ai changé de métier et c'est là où je suis devenue thérapeute, où je me suis formée. Et donc là, j'ai fait beaucoup plus de travail sur moi, bien sûr, parce que pour aider les autres, il faut quand même être un petit peu en place, un peu bien. Euh, donc après, ça a été un travail par étapes et des moments, un petit peu de pause. Et puis j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré que ce soit des thérapeutes ou des rencontres qui m'ont fait aller dans certaines voies. Et du coup, je suis un peu une exploratrice, même complètement une exploratrice. Donc j'ai exploré plein de voies. Et il y a des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai pas aimées, comme tous les livres et ma belle bibliothèque que j'ai là. Il y a des bouquins, il y en a plein que j'ai balancés qui étaient du charlatanisme. Mais en tout cas, voilà, explorer, c'est quelque chose que j'adore, quoi. C'est vraiment une curiosité. Ouais, t'as vraiment ça en toi, quoi. Ah ouais, et je continue. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais d'alchimie, donc d'alchimiser ses douleurs, donc un processus en fait de transformation. Ce qui t'a aidé à transformer tes douleurs en force, est-ce qu'il y a des choses marquantes, que ce soit donc des rencontres, des thérapies, c'est quoi un petit peu que tu as mis en place? Marquante. Alors, justement, à la fin du livre, je fais une boucle avec ma psychologue clinicienne qui est absolument géniale et qui m'a fait en fait comprendre pourquoi depuis des années j'avais du mal avec les histoires d'amour, j'avais du mal à ouvrir mon cœur, etc. Où j'ai finalement compris que je pensais que mon père ne m'aimait pas, puisqu'il m'avait abandonnée, puisque je le voyais très peu après le divorce de mes parents, etc. Et en fait, avec un bon travail avec elle, j'ai vraiment pu réintégrer le masculin dans mon cœur et comprendre que oui, il m'aimait à sa façon. Et comme moi, je l'aimais. Donc ça a été très très important dans mon histoire. Mais en fait, toutes les bonnes thérapies, toutes les expériences que j'ai faites m'ont appris à chaque fois des choses, m'ont appris des choses vraiment intéressantes. Donc, est-ce qu'il y a plus Du coup, il y a eu de la psychanalyse. psychanalyse? J'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait... Ça, le- oui, oui, bien sûr. J'ai fait de l'EMDR. C'est moi qui connais. Merci. Je connais ton merci. histoire, demande-moi. Non, j'ai subi une agression. Effectivement, le MDR m'a sauvé la vie parce qu'en plus, mon fils revenait 3 jours après. Et je me suis dit, mais je vais jamais tenir le coup si je ne me soigne pas tout de suite. Et c'était une coach que j'avais pour le travail qui m'a dit, fais de l'EMDR. Cette femme m'a pris, je sais pas, le jour même. J'ai fait 2 séances. Heureusement, ça m'a sauvée. Et c'est ce qui fait que je me suis formée après. Ouais, et ça, c'est une thérapie qui est géniale. Ouais, je l'ai déjà pratiqué. Tu l'as fait? Ouais, ouais, ouais. Ça a bien marché. Ah ouais, ouais, ouais. C'est hyper efficace. Ah ouais, c'est incroyable. impressionnant. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Ouais, donc en fait, c'est un ensemble de choses qui t'ont conduit à... C'est dur, hein, toujours. Des fois, il y a des personnes qui ont des éléments marquants, mais toi, en fait, c'est un J'en peu ai à ton tellement. image, c'est tout... c'est un tellement. grand chemin, en fait. Oui. C'est un long chemin Ouais. sinueux avec plein d'éléments. Tout compte parce que même des petites choses que tu fais pas très attention sur le moment et en fait, des années plus tard, je vais récupérer cette branche qui est quelque part et elle me sert à quelque chose. Donc c'est pour ça que en fait, tout est intéressant. Il y a des moments où je m'ennuie profondément, il y a des thérapies où je me suis dit, mais au secours, je me suis même formée des trucs, mais au secours, ça sert à rien. Mais sinon, ce que j'ai gardé est vraiment précieux et de toute façon, c'est comme, par exemple, une thérapie, elle peut être, ça dépend du thérapeute. Tu as des gens extraordinaires et on s'en fout de la thérapie qu'ils utilisent, mais c'est la personne. Bon, donc
j'ai tellement, en fait, tout ça, je le raconte dans le livre, mais la numérologie m'a intéressé beaucoup. L'énéagramme avec Marine Billet, ça a été très intéressant parce que ça m'a donné des informations qui m'ont vraiment fait grandir sur le fait l'énéagramme, où j'avais le profil 2 qui était altruiste. Donc, l'autre face de la médaille de l'altruiste, c'est la séductrice. Et tout à coup, j'ai compris pourquoi j'avais ce besoin de séduire, en fait, pour me sentir aimée. Et donc, pour glaner un peu d'amour à droite à gauche. Et donc, comment rectifier ça en prenant soin moi-même de mes besoins. Donc, j'ai eu moins besoin de séduire et d'essayer de récupérer de l'amour comme ça. Donc, tout est, Ouais. tout est intéressant. C'est un gros pas, c'est un Ah ouais. patchwork Ben oui. incroyable. Quelle est la place pour toi du pardon dans la libération justement du passé Ah, elle est énorme. En fait, le pardon. Alors, c'est drôle parce que quand j'ai eu cette histoire de foi et je me suis rebaptisée, on dit chez les chrétiens qu'il y a vraiment cette histoire où c'est pas nous qui pardonnons, mais c'est Dieu. Nous, c'est de se mettre en paix finalement, d'essayer de comprendre. Pardonner à quelqu'un, c'est vraiment important pour soi-même, parce que sinon on nourrit de la colère. Et c'est ça, c'est pas bon pour nous. Et puis, peut-être parfois, ou même toujours, avoir cette espèce de vue un peu de hauteur. On ne sait pas pourquoi notre énergie va attirer parfois certaines épreuves. Et donc, il y a des gens qui vont nous faire des vraies saloperies, mais peut-être qu'on a fait un deal avec eux avant de nous incarner. Donc, au fond, la personne ne fait que jouer dans notre pièce de théâtre le rôle qu'on avait prévu avant de nous incarner. Donc, cool. Voilà. Et c'est de faire ces pas en arrière que je trouve toujours intéressant. Ben, c'est de ne pas être victime. En fait, on sort. Je crois que le rôle de victime, c'est le pire qu'on puisse jouer et on le joue tous ou quasiment tous. Et en fait, quand on reprend les rênes, c'est vraiment de se dire ok, peut-être que ça, je l'ai choisi. Alors on va me dire mais comment tu peux dire un truc pareil Oui. quand on a Oui, il y a des épreuves. Oui, des ouais. épreuves Il y a des qui épreuves, sont. c'est plus ou moins difficile de dire ça. Ça peut être un peu difficile, mais moi, c'est Oui, comme oui. ça que j'aime Ouais. voir les choses. C'est notre responsable. Enfin, on a une part de responsabilité, Ouais. je pense, sur Terre, mais aussi qui vient d'ailleurs, en fait. Oui, sur ce qu'on a besoin de vivre ici sur Terre, sachant que il n'y a pas de bien et de mal quasiment, et c'est vraiment que des expériences. Comment on apprend, comment on évolue, comment on apprend à s'aimer malgré tout, c'est ce qui est le plus important. Comment tu as fait la paix un peu avec ton cercle familial et amoureux, en fait? Parce que tu reprends contact à un moment donné, tu expliques que tu Ah oui. remets des choses dans ta vie ou tu en éloignes, mais finalement c'est faire la paix. Qu'est-ce qui s'est passé en toi ou... Bah, côté famille, je préfère faire la paix parce que il y a toujours beaucoup d'amour en fait dans la famille. Donc il y a beaucoup de malentendus, il y a des jalousies, euh, il y a des engueulades, des colères, des frustrations, mais au fond on s'aime. Donc voilà, dans la mesure du possible, hein, je trouve que ça a été mieux. Et à ce moment-là, moi, ça a été juste un coup de fil et de dire, bah voilà, je t'aime. Et l'autre personne au bout du fil fondait en disant, mais moi aussi, voilà. Et c'était aussi bête que ça, hein, parfois. Et puis dans les amours, il y en a que j'ai mis vraiment au loin, que je ne veux pas voir. Après, pareil, j'ai un ex-mari que j'aime, que j'aimerais toujours, parce que c'est le père de mon fils, on s'entend super bien, et c'est très chouette. J'ai pas d'ennemis, je pense, en tout cas pas de mon côté. Voilà, il y a des moments de vie, surtout. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait tendance à se sentir prisonnier, un petit peu une personne qui se sentirait prisonnière de ses blessures en fait? Tu sais, qui aurait l'impression de porter une montagne de problèmes. Est-ce que tu lui conseillerais de commencer par un axe ou un autre? Mais ce serait quoi tes mots? En fait, c'est une histoire de digestion. Tu sais, un traumatisme, c'est une information qui n'a pas été traitée par le cerveau. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans le MDR, c'est que on va traiter en fait des informations coincées, on va dire. C'est pour ça que je dis que je suis une sage-femme des émotions, c'est-à-dire une accoucheuse d'émotions. Et qu'en fait, quand on a un traumatisme, c'est qu'on a eu un événement, et pendant la nuit, normalement on digère les informations. Là, on ne l'a pas digéré, c'est resté près de la zone du cerveau émotionnel, et ce qui fait qu'on continue à être en colère des années plus tard, ou avoir une émotion forte de tristesse, et en fait déjà commencer à digérer tout ce qui nous est arrivé.
Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Comment on digère. Et ensuite, on peut revoir une situation et ça devient factuel. C'est comme ça que d'ailleurs, mon livre, il est factuel pour ça. C'est-à-dire que j'ai digéré ce qui m'était arrivé et tout ça, c'est derrière. Et je n'ai plus d'émotions liées à l'évocation d'un souvenir. Et pour quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures, c'est pour moi la meilleure chose à faire. Après, il y a des personnes qui ont des histoires tellement lourdes que c'est peut-être un petit peu compliqué. On ne peut pas tout digérer aussi. Si on parle un petit peu, tu vois, de spiritualité, d'intuition, tu parles pas mal dans ton livre de tout ce qui est capacité extrasensorielle, médiumnité, guide. Comment toi, ça t'a nourri en fait vraiment en profondeur dans ton processus? Donc là, tu disais tout à l'heure que recevoir des messages de ta sœur, mais est-ce que dans cet univers-là, il y a d'autres choses qui t'ont permis Ah oui. dans ton processus? En fait, moi par exemple, je suis guidée beaucoup plus que je le pensais, c'est drôle. En fait, ma médiumnité, elle n'est pas, je ne vais pas te dire, Chloé, je vois ta grand-mère, elle s'appelle comme ça, et elle me dit ça pour toi. Ça, je ne le vois pas. Mais en fait, c'est comme si les messages venaient, c'est quelque chose qui me pousse à l'arrière de la gorge, et je dis des choses, et je suis un peu marteau-piqueur à ce moment-là, où je dis des choses aux gens, et j'insiste, et j'insiste, et j'insiste, et en fait, ça ne vient pas de moi, parce que c'est des informations que je ne peux pas avoir. Donc, il y a ce côté médium, la façon dont je suis guidée, la façon de me dire que je ne suis pas seule, les sentir mes défunts, mes guides. C'est encore une fois la perception du monde invisible, par des signes, par des évidences, par des coïncidences, des synchronicités. Oui, c'est tout un monde invisible qui est complètement présent pour moi depuis toujours. Même si j'ai fermé la porte à un moment donné, il a toujours été là. Ça peut être je peux faire des rêves. En fait, c'est ce que je raconte, c'est que moi, ça a été tout un espèce une sorte de panel de tout, c'est-à-dire d'entendre, de rêver, de faire des rêves prémonitoires, de sentir les histoires à travers les objets. En fait, d'expérimenter tout ce qui est possible dans ses capacités extrasensorielles, en fait. Et ça t'a vraiment aidé dans ton chemin? C'est vachement important parce que ça m'a permis... D'ailleurs, j'ai traversé plein d'épreuves où j'aurais pu tellement de fois me casser la gueule vraiment, ou faire de grosses conneries, ou mal virer. Et en fait, j'ai toujours eu une ligne comme ça. Des fois même infime, notre ligne. C'est des fois le petit rappel au bon moment qui... Toujours d'avoir cette ligne. Ouais, je me suis toujours sentie protégée quand même. Si on parle un petit peu de transmission, quel message profond vraiment tu souhaites passer à travers ton livre? Est-ce qu'il y en a un plus fort qu'un autre? Ouais, c'est qu'on peut toujours s'en sortir. On peut toujours. Il faut garder espoir. Parce que malgré toutes les épreuves les plus difficiles, et il y en a des quand même un peu gratinées là-dedans, on peut s'en sortir. Et je trouve que c'est super important. Y croire. Ne rien lâcher. Même s'il y a des moments de désespoir, voilà. Moi, j'ai l'impression de m'être toujours relevée, d'être tombée 1000 fois, de me mettre relevée à chaque fois. Et parfois en plusieurs morceaux. Hein. Ouais. Ça dit un peu passer le ramasse-poussière quand même. Et à un moment, je me suis dit, waouh, elle en a mis un peu partout là. Non, mais, regarde, tu vois, entière. Et puis voilà, et puis on continue dans le livre, et puis on voit, hop, et non, et qu'est-ce que j'ai compris et tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront justement. Parce que, alors moi, sur certains trucs, c'était quand même assez bluffant parce que j'ai l'impression que c'est un peu mon histoire sur beaucoup de choses, beaucoup de points. D'où le fait que je te dise, waouh, est-ce que j'aurais le cran d'écrire des choses comme ça sur moi? Mais ouais, il y a tellement de choses, en fait, ça touche à tellement de sphères amoureuses, familiales, le travail, l'argent. Enfin, en fait, tu reprends tout ce que finalement tout le monde vit. Chacun son problème et ses épreuves qui parfois diffèrent légèrement, mais tu as repris ce que je pense beaucoup de gens vivent ou des questionnements qu'ils peuvent se poser et en montrant du coup, toi, comment tu as trouvé l'issue, c'est quoi derrière. Et je pense que beaucoup de gens se diront « Ah mais en fait, ça va, mais j'ai de l'espoir en fait ». Oui, mais c'est drôle parce que j'ai reçu plein de messages de gens, de lecteurs,
et qui tout le monde me dit, je me reconnais dedans, je me reconnais, et même des hommes, parce que c'est pas que féminin en fait Ouais. pourtant. Et c'est drôle parce que tout le monde se retrouve dans au moins une de ces histoires ou dans plusieurs chapitres, parce que c'est des tout petits chapitres aussi. Ouais, alors ça, je Ça c'est t'avoue, très rythmé. merci, hein. Non, mais C'est parce que rythmé. moi qui, des fois, lis 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et Ouais. ben en fait, ça, pour le coup, bah, d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai avancé super vite, parce que je savais que j'allais le chercher, même si j'avais peu de temps. Ouais. Ben, j'avançais, puis surtout, j'avais hâte de découvrir, alors des fois... Mais ça, ouais, il y a vraiment des petits chapitres, et ça, c'est Plein de vraiment petits cool. chapitres, et je sais pas pourquoi, et avec des titres un peu marrants, et le fait que ce soit rythmé pour pas rentrer dans le pathos, quoi, pour pas que ce soit lourd, même s'il y a du profond, voilà. Et puis après, c'est la vie, en fait, la vie, il nous arrive des choses, et puis 2 minutes après, il nous arrive autre chose un peu, voilà, sympa, et puis après, on se prend une claque, et puis après, on continue, puis après, on s'emmerde, et puis après, voilà, Ah non, mais la vie. c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Si tu pouvais parler à la toi d'il y a 20 ou allez, 30 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ça va aller. Voilà. D'il y a 20 ou 30 ans, c'est de lui dire, ah, mais en fait, je serais super fière de qui je suis aujourd'hui. Je me dirais waouh, parce que il y a 20 ou 30 ans, j'adore mon chemin. Et même s'il y a eu plein d'épreuves, je regrette rien, quoi. Donc j'aime être là où je suis et être qui je suis aujourd'hui. Du coup, Donc tu lui dirais, vas-y, vas-y. vas-y, fonce, T'as tu pas vas idée. voir, ça va être génial. Tu vas être un peu dur, serre les fesses, mais tu vas y arriver. J'arrive pas à me Ça relire. va? Non, mais Attends, j'étais là. Ouais. tu veux un petit peu d'air J'arrivais frais? pas à me relire Ah sur ce bon? truc. C'est quoi la question? Vas-y. Je pense qu'il manque des mots en vrai. Mais c'est vrai que J'ai dû m'endormir sur mon transat quand j'ai écrit ça. C'est pas possible. Genre, parce que attends, Vas-y, lis. j'ai écrit à quelqu'un qui est coincé dans ses galères. Point. C'est bizarre. Je pense que j'étais pas là. Genre, j'ai quitté mon corps à ce moment-là. Ça serait quoi pour toi la définition d'une vie libre, alignée et guérie? Ça serait la paix et la joie. Enfin, ce sont deux mots très très importants. Paix et joie. Donc d'arriver dans un moment de vie où on est en paix avec son passé, en paix avec son présent, et la joie, le rire, la danse, la légèreté. Et la liberté, mais la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui peut être enfermant aussi. Parce qu'en fait, l'engagement est quelque chose qui est génial. Comme les contraintes sont vraiment... Je pense que dans des contraintes, c'est là où on peut aller être beaucoup plus créatif et aller beaucoup plus loin que quand on est en freestyle total. Mais ouais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que tous les défunts qui font des expériences de mort provisoire disent, c'est, enfin beaucoup en tout cas, qu'après la mort, il y a deux questions qui sont importantes qu'on nous pose, c'est comment as-tu aimé, comment as-tu aidé? Et une vie réussie, je pense, c'est quand on a aimé et quand on a aidé. Oui. Ouais. Je me rappelle très très bien de Tu te quand souviens? j'ai lu cette phrase qui Elle m'a... Je suis t'a... restée, j'ai posé mon livre comme ça et j'ai dit, j'en suis où à 35 ans sur aimer, aider, Tu as le est-ce que temps, Oui, mais ne perds j'étais pas de là. temps quand même. Mais réfléchis à cette question parce que pour moi, elle avait, tu sais, elle a eu un impact. Elle a peut-être raisonné parce que tu es peut-être déjà passé par là. Aimer, aider. Ah, Ouais, ouais. je me suis dit. Tu peux du coup un peu expliquer ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est vrai, on a tourné autour de ton livre, le côté écrivain, mais t'es thérapeute, toi tu proposes quoi et t'exerces où du coup? Alors, j'exerce à Paris. En fait, avec les années, parce que ça doit faire 13 ans que je fais ce travail-là, après d'autres métiers, mais là, ça fait 13 ans, on va dire que j'ai fait un peu ma méthode, qui est EMDR, avec à la fin de l'hypnose, un travail sur l'enfant intérieur. En fait, c'est vraiment ma façon de faire, donc je l'explique un peu dans le livre. Je travaille beaucoup les traumatismes, les chocs post-traumatiques, je travaille beaucoup le deuil, tous les troubles du comportement, mais surtout tout ce qui est coincé, en fait les blocages, tout ce qui coince. Et en fait, c'est assez large, mais je fais des thérapies brèves. J'aime bien être efficace assez vite et pas faire 50 séances pour voilà. Je suis une sorte de déboucheuse. C'est chic, hein?
Je sais, c'est pas très chic. Mais au moins, l'image est très claire. Mais oui, mais en fait, c'est vraiment ça, parce que les gens arrivent et quand ils me racontent leur histoire, ils pleurent beaucoup. On pleure beaucoup, beaucoup dans mon cabinet. Quand c'est coincé, t'es submergée, en fait, voilà. déjà. Et c'est super. Et moi, quand je sens que le truc monte, sort enfin, et que la personne le lâche et qu'on fait du traitement à ce moment-là, vraiment, l'événement ou le trauma, enfin bref, ça y est, ça passe. Et il y a un vrai apaisement après. Et donc, c'est un travail que j'adore et qui est super beau parce que c'est ma façon d'aider, on va dire. Est-ce que tu aurais une citation, une phrase ou un extrait de ton livre que tu aimerais partager avec nous? J'en ai plein. Ok, je vais en choisir une. Je vais en choisir une qui est de Khalil Gibran, le prophète. La solitude peut être la plus belle des rencontres, celle avec soi-même. Et ça, la solitude a été quelque chose pour moi que j'ai vraiment appris à aimer, mais qui n'est pas facile. Hein. Ça a été quelque chose qui a été très difficile parce qu'il faut qu'elle soit choisie, la solitude. En fait, c'est une histoire de choix. Tu as une émotion? Ah ouais. Non, mais je me suis dit, il y en a 15 000 de citations, je les ai toutes prises en photo. Et c'est celle-là qui t'a le plus... Par rapport à ce que je vis. Je traverse des moments de solitude impressionnants, mais je le sais pourquoi je les traverse. Ouais. Je m'accroche, mais je sais que je vais découvrir un truc de dingue. Je le sais en moi, donc c'est pour ça que je m'accroche. C'est la foi de savoir qu'il y a quelque chose d'incroyable. Mais le fait que tu choisisses la solitude, mais oui, parce alors que je me sens tellement seule en ce moment que je me dis, tu vois, là, c'est un message pour toi qu'elle vient de te donner. Ouais, parce qu'en fait, je pense que d'aller chercher la rencontre, glisser à l'intérieur de soi, dans le vide en soi, et de rencontrer soi, c'est la plus belle des choses, et tout est fait dans notre monde pour qu'on ne se rencontre pas soi-même. Tout ce qu'on fait, que ce soit la bouffe, le portable, les réseaux sociaux, Netflix, les histoires d'amour, la publicité le shopping, partout voilà, tout ça est fait pour nous déconnecter de nous-mêmes. Et que cette solitude qui est si difficile, si tu réussis à glisser à l'intérieur de toi et te mettre en contact avec ce vide en toi, là tu te mets en contact avec ton vrai toi. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire et tu te sentiras plus jamais seul. Une fois que tu sais faire avec ta solitude, quand tu rencontres quelqu'un ou tu es avec quelqu'un, il y a une profondeur, il y a quelque chose de beaucoup plus solide de toi qui tu es, tu vois. Et c'est obligatoire en fait. Moi, c'est à la fin, c'est la dernière partie du livre, mais rencontre avec soi-même. Ouais. Merci beaucoup, Bélène. Merci à toi, très belle interview. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Tu m'as tuée sur la voie de paf. Genre, je me suis dit, non, Chloé, je sais que t'es quelqu'un dans les émotions, mais en ce moment, t'arrives à gérer. Et là, j'ai... Pouf. Ouais, c'était joli.